De plus en plus, la critique de l'islam radical est soit censurée, soit attaquée. Mon invité aujourd'hui est Léo Dupire, président de Québec Fier, qui s'est retrouvé au cœur d'une controverse après avoir publié sur son compte, suivi par plus de 230 000 abonnés, la photo d'une femme vêtue d'un niqab, donc non reconnaissable, accompagnée du texte suivant. On ne peut pas laisser des femmes prendre le transport en commun en niqab. Ça pose des problèmes de sécurité publique. Et c'est une véritable épidémie, on en voit de plus en plus. Environ 2 semaines plus tard, le Journal de Montréal publiait un article rapportant que le Conseil national des musulmans canadiens dénonçait la prise de photos de femmes musulmanes à leur insu. La nouvelle a ensuite été reprise par plusieurs médias traditionnels. Était-ce pour ternir la réputation de Québec Fier ou pour pousser l'organisation à cesser de parler de l'islam radical? La question demeure ouverte. Au sujet de cette controverse, voici ce que M. Stephen Brown, président-directeur général du CNMC, a déclaré. Je comprends comment les gens peuvent être choqués. Je comprends là, totalement. Mais de là à pourchasser des femmes là, dans la rue, puis les prendre en photo, puis les poster sur l'Internet, on fait pas ça à d'autres femmes. Là. Je pense que c'est un peu extrême. Et honnêtement, ce qui nous a choqué le plus sur Québec Fier, c'était pas nécessairement qu'on postait des photos des femmes qui portaient niqab. C'est les menaces que certaines personnes faisaient à l'égard de la Mosquée de Québec. Et c'est les commentaires, il y a toujours des coucous qui commentent. Ouais, mais c'est un peu weird là, de prendre des photos, des femmes en photo dans la rue, là, puis là, les poster sur l'Internet sans leur demander permission. Ça revient à la femme elle-même de décider comment elle veut ça. Chose de dire que le niqab, on n'aime pas ça. De là de dire que c'est le porte-étendard d'un islamisme radical qui se répand dans la société, puis là, l'islam radical est une menace pour la société au Québec. C'est là que je débarque. Là. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Léo Dupire afin qu'il puisse s'exprimer sur cette affaire. Plusieurs choses qui sont dites, mais essentiellement, ça vient d'un journaliste qui, moi, je vais qualifier d'idiot utile des islamistes. Donc, c'est un journaliste du Journal de Québec qui a sorti un article, en fait, non pas un article, mais 2 articles la même journée, à charge contre Québec Fier, qui est le collectif nationaliste que je dirige. Dans le fond, il nous accuse d'avoir partagé des photos de femmes en niqab, donc en voile intégrale, sans leur consentement, sans leur avoir demandé. Et aussi, l'autre aspect, l'autre question qui nous est reproché, c'est le fait que certains commentaires sous certaines de nos publications étaient disgracieuses ou étaient allés trop loin. Bon. Première des choses, là, sur le droit à l'image. Donc, il y a un droit à l'image au Québec, normalement, même quand une personne est dans l'espace public, elle a le droit de contrôler comment son image est utilisée. Mais il y a 2 éléments ici. D'une part, quand on parle de femmes en niqab, ce sont des femmes en voile intégral où on voit seulement les yeux. Et ces femmes-là, ou les proches qui les manipulent ou les contraignent, parce que je pense qu'il y a à la fois des femmes qui sont des islamistes convaincus qui décident de porter le niqab, et il y en a qui sont manipulées aussi par leur famille. Par leur mari, etc., etc., il y a les 2. Mais dans tous les cas, ces femmes-là, le but du niqab, c'est de dissimuler l'identité. Donc, l'idée qu'on aurait violé leur droit à l'image en partageant, justement, ces photos-là est absurde. Le droit à l'image, il y a des exceptions, il y a des limites. Puis une des limites, c'est est-ce que c'est d'intérêt public? Par exemple, un journal peut partager l'image de quelqu'un qui a été pris dans la rue si c'est, je vais dire n'importe quoi, dans le cadre d'une manifestation, puis on veut parler de cette manifestation. Ici, de notre point de vue, c'est très clairement d'intérêt public. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de femmes en niqab dans l'espace public au Québec. Et déjà, c'est un symbole islamiste, un symbole extrêmement misogyne, que la vaste majorité des Québécois trouvent inacceptable. Et c'est un signe évident, c'est pas le seul signe, mais c'est un des signes les plus évidents et les plus visibles du processus d'islamisation qu'on subit au Québec, au Canada et plus largement en Occident. Donc, de notre point de vue, c'est important de le documenter et c'est définitivement d'intérêt public. J'aime pas le niqab, là. Je déteste autant que vous. Je trouve que c'est une interprétation du Coran qui est passéiste, dépassée. Puis... Je suis content de vous l'entendre dire, M. Ferrandez. Oui, absolument. Ceci étant dit, j'arrive pas à la conclusion après m'être promené pas mal partout, sur mon bout de territoire, du moins. J'en vois pas.
J'en vois une fois. Je l'ai vu une, je pense. J'ai vu une fois de temps en temps. En tout respect, c'est pas moi-même qui a pris ces photos-là. Là. C'est nos abonnés. Oui, d'accord, mais... Chaque jour, pratiquement, nous envoie ça, nous dit, regardez, là, j'en ai vu un, j'étais au supermarché à Saint-Jérôme, au supermarché à Laval, au supermarché à Québec, donc dans le métro de Montréal, donc ça se multiplie. Mais quand vous dites multiplier, c'est le mot multiplier. Dans l'autobus à Longueuil. Oui, donc c'est un phénomène. Oui, M. Dupierre, quand vous utilisez multiplier, puis que vous dites c'est un phénomène en croissance, vous êtes obligé de mettre des chiffres sur la table. Vous ne pouvez pas juste dire « Ah, j'ai pas compté ». Non, vous avez des mots forts, il faut que ça vienne avec des chiffres forts. C'est quoi les chiffres? On vous a un peu attaqué aussi le fait que vous aviez dit que ça se multipliait sans avoir vraiment les données pour appuyer ce que vous disiez. Oui. Donc, ça, c'est la question piège de M. Ferrandez. Les données, avez-vous des données pour appuyer votre constat? Puis il disait, un constat, c'est pas un constat si on n'a pas de données. Effectivement, au moment de cette entrevue-là, moi, je pensais qu'il n'y avait pas de chiffres sur le niqab au Canada. Mais en fait, il y en a. Donc, c'est très intéressant. C'est la firme Environix ou Environix qui a fait, en fait, 2 études en 2006 et en 2016 où ils ont, dans le fond, c'est un sondage des femmes, enfin des musulmans canadiens en général, dont les femmes musulmanes. Et ils ont posé à ces femmes-là, ils ont posé la question, portez-vous le voile? Et si oui, quel type de voile? Et ça, c'est très intéressant parce qu'en 2006, on avait environ 1% des femmes musulmanes canadiennes qui disaient porter le niqab. Et 10 ans plus tard, en 2016, ça avait augmenté. En fait, ça avait triplé. C'était maintenant 3%. Donc, déjà, on assiste à un processus de radicalisation des musulmans au Canada sur cette question-là, au moins. Parce qu'encore une fois, le niqab, c'est très radical, même que ça a été interdit ou réglementé, disons, dans plusieurs pays musulmans, là, du Sénégal à l'Algérie, en passant par plusieurs pays d'Asie centrale. Là. Et évidemment, il y a eu une explosion de la population canadienne au Canada entre 2006 et 2016 qui, évidemment, se poursuit depuis. D'ailleurs, je ne suis pas sociologue, mais j'ai l'impression que les deux phénomènes sont liés parce que si on fait venir beaucoup de musulmans, d'autant qu'avec le multiculturalisme canadien, on les encourage à ne pas s'intégrer, mais plus on en fait venir, plus c'est facile pour eux de vivre en ghetto et donc de ne pas s'assimiler ou de ne pas s'intégrer et de reproduire et de garder leurs normes culturelles, voire de s'auto-radicaliser, de se ré-islamiser. Et d'ailleurs, ce processus-là de ré-islamisation qu'on voit, en tout cas avec le niqab au Canada, on le voit dans plusieurs pays. On sait que, par exemple, qu'en France, les jeunes musulmans sont plus radicaux que leurs parents. La dernière estimation que j'ai, ça nous vient évidemment du recensement de 2021. C'est une extrapolation à partir de ce recensement. C'est environ 1,9 million de Canadiens au Canada, à peu près 5% de la population, et environ 500 000 au Québec, ce qui représente 5,7 à 6% de la population. Okay? Donc 1,9 million au Canada, 500 000 ou un demi-million au Québec. Donc, si on dit que la moitié à peu près de ces musulmans-là sont des femmes, ce que je pense que c'est une bonne approximation, et qu'on dit que 3% d'entre elles portent le niqab, ce qui pourrait être encore plus s'il y a un processus de radicalisation qui se poursuit, mais disons que c'est 3%. Au Québec, on aurait environ 7 à 8 000 femmes en niqab, et au Canada, on aurait 28 000 à 29 000 femmes en niqab. Et une des raisons pour lesquelles aussi je reviens là-dessus, c'est que lors de mon entrevue entrevue très hostile avec M. Ferrandez et Mme Normando, M. Ferrandez a dit « Regardez, si vous pouvez me dire que plus de 1000 femmes en niqab au Québec, je vais vous donner raison. » Faites attention à votre vocabulaire, c'est-à-dire que oui, c'est désagréable, moi j'aime pas ça, je trouve pas que c'est positif pour la femme, je trouve pas que c'est positif pour notre société, je trouve pas que c'est positif pour les musulmans, je trouve pas que c'est positif pour les femmes musulmanes. Mais j'aime pas entendre le mot multiplier puis islamisation parce que ça fait peur au monde, puis en fait, c'est pas appuyé sur des chiffres. C'est un constat. Ben oui, c'est un constat évident. Un constat, c'est toujours appuyé sur des chiffres, M. Dupierre. La réalité. Là. Non, un constat, c'est toujours appuyé sur des chiffres. Amenez des chiffres. Ben, écoutez, on sait très bien que, par exemple, à Montréal, il y a une forte augmentation de la population musulmane. Consultez n'importe quel recensement, il va vous le dire. Oui, savez-vous pourquoi? À un moment donné, c'est pas... Oui. C'est pas compliqué à comprendre. Ben oui, c'est vrai. Savez-vous pourquoi?
parce qu'on a demandé le français comme critère important d'immigration à une certaine époque. Puis les gens qui parlaient la langue française se venaient souvent d'Algérie, du Maroc, de la Tunisie. D'accord avec vous, monsieur. Mais monsieur Dupire, moi j'habite à Montréal. Là. Je suis tout le temps dans le centre-ville, etc., le plateau, etc. Ce que vous dites, c'est une exagération d'un phénomène qui existe à peine. Savez-vous c'est quoi? Moi, je vais vous emporter un chiffre. Savez-vous c'est quoi le pourcentage des Arabes? C'est quoi? Vous niez la réalité. Montrez-moi un chiffre. Montrez-moi un chiffre, puis je vais être d'accord avec vous. Montrez-moi un chiffre. Donnez-moi un chiffre, puis j'embarque dans votre mouvement. Si jamais vous me dites qu'il y a plus que 1000 femmes en niqab au Québec, j'embarque dans votre mouvement. Il m'a dit ça. Il m'a dit, effectivement, c'est un vrai problème, puis il faut s'en occuper. Ben, il y a très clairement plus de 1000 femmes en niqab. Il y en a au moins 7000, d'après nos calculs, 7 à 8000. Donc, de son propre aveu à M. Ferrandez, c'est un vrai problème et il faut en parler au Québec. Ben, en fait, vous venez de toucher aussi à quelque chose qui est important, c'est le fait qu'on ne documente pas ce phénomène de près. C'est qu'il n'y ait pas plus de statistiques. Le Canada ne semble pas non plus regarder justement cette augmentation-là de niqab, d'islamisation dans les lieux de culte ou dans les autres lieux comme les écoles. On a quand même 17 écoles au Québec qui sont en ce moment investiguées pour avoir violé les lois de la laïcité, pour avoir également ségrégué les enfants par le sexe, d'avoir aussi ne pas enseigné certains cours parce que ça n'allait pas avec leurs valeurs ou quoi que ce soit. Donc, pensez-vous que justement, le Canada devrait justement prendre plus, faire plus d'efforts pour documenter le phénomène qui se passe au Canada et au Québec? Ben oui, effectivement. Je pense aussi que, puis là, on l'a très bien vu avec cette entrevue au 98.5, que les élites québécoises, et je pense que dans le reste du Canada, c'est probablement encore pire, il y a beaucoup, beaucoup d'aplaventrisme et d'espèces d'élites vraiment sans couilles, moi je les appelle des sans couilles, qui veulent qu'on se soumette à l'islam radical, qui nous disent, ben oui, mais des femmes en niqab, ah oui, c'est l'ouverture, c'est la tolérance, il faut tolérer ça, tu sais. Il faut tolérer un symbole tellement radical et inacceptable qu'il n'est justement pas toléré, qu'il est interdit dans de nombreux pays à majorité musulmane. T'sais, mais nous, donc, si on dit, nous, on a un problème avec ça, on est des islamophobes, puis on est des haineux, ce qui est complètement ridicule. Là. Je pense que l'Algérie et le Sénégal ne sont pas des pays islamophobe, mais bon. Donc évidemment, et ça m'étonne pas qu'on n'ait pas vraiment de chiffres là-dessus, parce que aussi, au niveau universitaire, les chercheurs, bien évidemment, ils sont très politiquement corrects, généralement, ils sont très multiculturalistes, et quand bien même ils ne le sont pas eux-mêmes, les gens qui les financent, dont le gouvernement fédéral de Trudeau puis de Carney, bien, ils sont ultra woke, donc ils vont tout faire pour ne pas financer de la recherche qui peut éventuellement être utilisée par la méchante droite radicale anti-islam et anti-immigration. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça ne me surprend pas tellement, non. Et je pense que la vaste majorité des Québécois sont d'accord avec nous là-dessus, craignent la montée de l'islam radical et craignent, ou enfin, peut-être pas craignent, mais désapprouvent et rejettent ce symbole extrêmement misogyne et islamiste qui est le niqab, le voile intégral. Ça nous montre que, d'une part, la majorité silencieuse est de notre côté et qu'une grande partie des élites sont des aplaventristes et des sans-couilles qui vont tout simplement se soumettre à la loi du plus fort. Donc, en fait, si nous, la majorité silencieuse, on s'exprime puis on leur fait comprendre clairement qu'on refuse, par exemple, le voile intégral, qu'on ne veut pas d'une société charia compatible au Québec ou au Canada ou en Occident, bien, éventuellement, ils vont comprendre le message. Vous comptez quand même plus de 200 000 abonnés sur Québec fier. Vous êtes très critique, justement, de l'islamisation et l'islam radical. Mais en ce moment, ce qu'on est en train de voir, c'est que vous subissez des attaques pour faire fermer votre compte. Oui, bien exactement. Donc, si j'essaie de revenir un peu en arrière, ça a probablement commencé lorsque, justement, il y a des... donc, ça vient pas de nous, mais c'est nos abonnés qui nous envoyaient des photos en disant « Regardez, aujourd'hui, j'étais dans le supermarché à Laval, supermarché à Saint-Jérôme, à Québec, dans le métro de Montréal, etc., etc. » Et c'est pas la première fois que je vois une femme en niqab. Et donc, ils prennent une photo de la femme en niqab, ils nous l'envoient, et nous, on décide
de partager ça, justement pour faire comprendre aux gens que ça augmente là, ce phénomène-là. C'est pas quelque chose de... C'est pas comme s'il y avait une seule femme en niqab au Québec depuis 10 ans puis que c'était la même. Là. C'est un phénomène qui prend de l'expansion. Donc, on partage ça sur nos réseaux sociaux et de toute évidence, il y a des fidèles du Centre culturel islamique de Québec, le CCIQ, donc une mosquée, qui ont vu ça et qui ont mené, parce qu'on a eu les preuves, là, on a eu les captures d'écran, ont mené une campagne de false flag, donc de signalement massif contre Québec Fier, ce qui, évidemment, est contraire aux règles de Meta. Donc, nous, on a eu la chance de pouvoir contacter un humain chez Meta et de leur dire, ben regardez, ça, c'est une campagne qui va à l'encontre de vos règles, donc soyez à l'affût. Puis ils ont dit, OK, on va en prendre compte. Puis pour l'instant, la page de Québec Fier, heureusement, survit là, sur Facebook. Mais si on n'avait pas vu ça immédiatement ou très rapidement, peut-être que là, on aurait des problèmes encore plus gros. Et ben c'est ça, c'est une tentative en fait malhonnête et pernicieuse de censurer des nationalistes québécois en fait. Probablement que c'est un des arguments qu'ils pourraient utiliser contre nous en cours pour essayer de nous faire taire. Puis je pense qu'ils auraient peu de chances de gagner, mais l'idée ici, c'est pas nécessairement de gagner, c'est de harceler et d'intimider pour faire taire les opposants à l'islam. Et en fait, ce concept-là ou cette logique-là de combat juridique contre les, entre guillemets, islamophobes, là, qui est un terme utilisé depuis plusieurs décennies par les islamistes pour faire taire les critiques de l'islamisme. Donc, ce combat-là juridique a un nom dans plusieurs pays. On appelle ça le djihad judiciaire. Évidemment, on sait que le CNMC, donc l'organisme islamiste qui nous attaque, a les poches profondes. Ils sont, par exemple, subventionnés par l'État canadien, ce qui n'est pas étonnant. Par exemple, Mme Amira El-Gawabi, que moi j'appelle la nouvelle ministre de la Charia fédérale, elle est issue du Conseil national des musulmans canadiens. Et donc, ces gens-là sont bien organisés. Ils sont issus bien sûr, de la mouvance des frères musulmans. C'est connu. Et pour vous donner une idée du degré de radicalité de ces gens-là, il y a quelques années, ils ont milité en faveur de la ségrégation sexuelle des cours d'éducation physique. Donc, au Québec, les cours d'éducation physique dans nos écoles, selon eux, devraient être séparés entre les garçons et les filles. Parce qu'évidemment, un garçon et une fille de 8 ans qui se côtoient, qui jouent au basketball, je ne sais pas quoi, c'est très dangereux de leur point de vue. Et non seulement ça, mais c'est encore plus fou de mon point de vue, ils ont demandé le droit d'exenter les enfants musulmans des cours de musique. OK? Et ça, cette idée selon laquelle la musique serait haram, donc il y a halal et haram. Haram, c'est ce qui va à l'encontre de la religion islamique. L'idée qu'on devrait interdire la musique, c'est une vision extrêmement radicale de l'islam qui est digne des talibans. Les talibans, pour ceux qui ne le savent pas, évidemment, qui ont repris le pouvoir en Afghanistan en 2021, ils ont interdit totalement la musique dans ce pays. Donc, c'est vraiment une vision totalitaire de l'islam digne des talibans. Et c'est ce que, entre autres, le Conseil national des musulmans canadiens met de l'avant. Et ça, c'est ces gens-là qui nous attaquent en nous traitant de haineux et qui... non seulement il y a les médias, mais il y a le Journal de Québec. Donc, il y a Québécois, qui est censé être un média, c'est plus ou moins nationaliste, de droite, identitaire. C'est ce média-là qui nous attaque en se faisant le porte-voix du Conseil national des musulmans canadiens. Et lorsque cet idiot utile du Journal de Québec m'a contacté, évidemment, je lui ai répondu je lui ai donné une réponse. Il en a imprimé une partie dans son article, une courte partie, petite partie, mais l'essentiel de la réponse, l'aspect le plus important, qui était de dire « Voici qui est le CNMC, le Conseil national des musulmans canadiens », il a refusé de le faire. Alors que je lui ai cité, et c'est pas une blague, je lui ai cité un article du Journal de Québec qui parlait du CNMC et qui décrivait le degré de radicalisme de cet organisme-là. Mais il a dit non, je peux pas citer ça parce que c'est une chronique, c'est de l'opinion, c'est pas des faits. Est-ce que vous trouvez qu'on est en terrain glissant en ce moment? Parce qu'on sait que, quand même, la Charte des droits et libertés nous confère la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Est-ce que vous pensez qu'on est en terrain glissant, justement, de peut-être pouvoir perdre un peu cette liberté-là aux dépens de certaines personnes qui n'acceptent pas cette critique-là?
Ben oui, absolument. Et moi, sur la question de la liberté d'expression, je suis peut-être pas un absolutiste, mais je me rapproche de l'absolutisme. C'est-à-dire que je pense qu'on doit laisser le plus de liberté possible aux personnes, aux Québécois, aux Canadiens, de s'exprimer. C'est extrêmement important. C'est vraiment la pierre angulaire de la démocratie. Évidemment, les islamistes, ils sont pas stupides. Ils utilisent nos lois, ils utilisent nos institutions libérales, là, au sens large, pour aussi s'en prendre au libéralisme. C'est-à-dire nous, on est tellement tolérants. C'est un peu c'est le paradoxe de la tolérance dont parlait le penseur Karl Popper. On est tellement tolérants qu'on va tolérer l'intolérable. Puis ça, évidemment, ils s'en servent. Donc, eux, quand ils sont une minorité, les islamistes, ils vont dire regardez, nous, on est des démocrates, on veut la liberté, etc., etc. Et quand ils deviennent dominants, quand ils deviennent majoritaires, que ce soit à l'échelle nationale ou même à l'échelle du quartier, de la ville, qui prennent le pouvoir à l'échelle locale, ben là, ça devient beaucoup plus dur. Puis là, on voit que c'est beaucoup plus autoritaire. C'est ça qu'on voit dans plusieurs villes en France, par exemple. Vous voyez dans certains quartiers, dans certaines villes de France, par exemple, en banlieue parisienne, les Juifs ont quitté. Ils ne peuvent plus vivre, ou en tout cas, ils ne peuvent plus s'exposer publiquement comme étant juifs, par exemple avec la kippa, parce qu'ils vont être victimes de violences. Les femmes... dans certains quartiers, ne peuvent plus porter de jupe ou de mini-jupe parce qu'elles vont se faire cracher dessus, elles vont se faire insulter, elles vont se faire violer. Et ça, c'est le fait, entre autres, en grande partie, de l'islamisation de ces communautés-là. À Rebelle News, nous pensons que si vous êtes ici au Canada et que vous n'êtes pas citoyen, mais que vous êtes dans les rues en train de glorifier des organisations terroristes, en train de chanter des slogans antisémites ou bien en train de causer du vandalisme, vous devriez être retourné dans votre pays. Donc, si vous êtes en accord, allez signer notre pétition à deporthamas.com dès maintenant.